Bien, mesdames, messieurs, comme d'habitude, je vous souhaite la bienvenue. Très heureux de vous voir ici. Je souhaite aussi la bienvenue à ceux qui sont en ligne. Et nous avons le plaisir donc d'accueillir Ariel Kolonomos, qui est membre du CNRS, professeur à Sciences Po, et qui a écrit beaucoup de livres sur, disons, l'éthique de la guerre. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et j'ai ici deux de vos livres, un sur la morale dans les relations internationales, et puis celui qui est peut-être plus directement lié au thème qu'on va aborder, que vous allez aborder, qui est un prix à la vie, le défi politique de la juste mesure. Donc je vous les suggère et je vous les conseille évidemment pour aller plus loin dans notre discussion. Donc on est ici dans un épisode un peu différent de ce qu'on fait d'habitude. On est davantage centré sur l'actualité. Là, on va prendre beaucoup de recul, même si on sera toujours en lien avec ce qui est concret et pragmatique sur un sujet aussi difficile. Vous avez résumé ça quelque part dans le texte que vous nous avez donné avec une sorte d'équation, payer avec des vies ou payer pour des vies. C'est une équation tout à fait importante et qui touche de multiples sujets. La guerre, évidemment, mais pas seulement. À la limite, on peut élargir ça très largement à d'autres thèmes. Ça pose des questions de la proportionnalité, je pense que vous allez en parler. Ça pose la question des otages. Dans votre livre, vous avez une théorie des otages, une théorie politique des otages. Ça pose la question du rapport au temps aussi, sacrifier des vies maintenant pour les générations à venir. Ça pose aussi la question que je trouve toujours assez fascinante de l'éloignement, c'est-à-dire comment vous appelez ça, les vies lointaines, mais les vies lointaines au sens géographique, mais au sens culturel aussi. C'est le rapport à l'autre. Enfin, c'est beaucoup de questions comme ça. Et puis j'ajouterais aussi, parce que on va se brancher une seconde sur l'actualité, je vous en parlerai peut-être, j'en sais rien, mais la question de l'impunité aussi, parce que la question de l'impunité nous renvoie en fait à la question du droit, mais pas simplement le droit tel qu'il est énoncé, mais le droit tel qu'il peut être sanctionné dans les violations qui sont celles du droit. Autrement dit, je pense évidemment à la justice pénale internationale et la Cour pénale internationale, puisque pendant très longtemps, le droit humanitaire était un droit essentiel, mais il n'y avait pas de capacité de sanctionner véritablement les violations en matière de droit humanitaire. Aujourd'hui, depuis maintenant une vingtaine d'années, il y a la Cour pénale internationale, et ça, il y a aussi d'autres mécanismes, comme les compétences universelles, par exemple, qui sont utilisés. D'ailleurs, en ce moment même, se tient à Paris aujourd'hui un procès qui porte sur la Syrie à la cour d'assises. Donc on est vraiment là dans des choses très concrètes. On ne peut pas violer le droit impunément. Bref, tout ceci, ce sont des questions assez fondamentales. Et donc, Ariel Kolonomos, vous allez nous parler pendant un certain temps, une quarantaine de minutes, on va dire. Et puis ensuite, bien entendu, on ouvre la discussion, on ouvre le débat sur tous les thèmes qui peuvent vous intéresser. Voilà, je vous laisse la parole après cette brève introduction. Alors, tout d'abord, bonjour et merci de cette invitation. Merci à vous, Monsieur Chagnolot. Merci à Nadia Enesco qui l'a organisé et qui l'a suggéré. Et pour moi, c'est extrêmement intéressant et c'est un plaisir de discuter avec des personnes qui sont soit des spécialistes du monde arabe et musulman, ou tout simplement des personnes qui s'intéressent à la région et qui ont éventuellement des affinités avec elle. Moi, j'ai un autre domaine de compétences que vous, et justement, enfin, c'est dans ce rapport entre différentes compétences et éventuellement différentes affinités, opinions, idées, que j'aborde un peu cette discussion. Alors, moi, j'ai plutôt une formation de sciences sociales et de relations internationales, et en même temps une formation en philosophie. Et c'est dans cette double démarche que j'aborde ces questions-là, qui sont des questions extrêmement concrètes, à savoir le domaine que vous citiez, enfin la question d'éthique de la guerre ou des lois de la guerre, c'est très très concret.
c'est en gros, et c'est très brutal, c'est comment on tue et dans quelle mesure est-il admis de tuer. C'est vraiment aussi simple que cela. Et donc, c'est très empirique, ça fait référence à des situations au demeurant tragiques, mais des situations qui sont très concrètes. Donc c'est un savoir qui est très appliqué. Et de cette manière-là, à la fois empiriquement, de manière donc pratique, et aussi d'un point de vue normatif, c'est-à-dire quelles règles on utilise. Alors vous parliez des sanctions, etc. Eh bien, j'ai travaillé au cours de ces dernières années. Enfin, l'essentiel de mon travail, c'est soit sur des cas américains, mais plutôt sur des cas israéliens. Donc, j'ai travaillé sur des questions de proportionnalité, d'assassinat, dont il est beaucoup question à Gaza, et sur laquelle, évidemment, je reviendrai. J'ai traité de la question des assassinats ciblés, de la question des otages, là aussi, très directement liée à ce qui se passe depuis le 7 octobre. Et enfin, dernier point, je vais régulièrement en Israël pour mon travail, et aussi, enfin, ce n'est pas du tout quelque chose que je mentionne, enfin, habituellement, mais puisqu'il va être question de diversité de points de vue et éventuellement de partialisme, etc. On verra comment aborder cette question. Je suis juif et j'ai des attaches dans ce pays. Ce n'est pas quelque chose de neutre pour moi. Et en même temps, je l'étudie et évidemment, on considère que cet État a droit à son existence, ce qui fait de moi un sioniste. Enfin, donc là aussi, depuis cette définition-là, c'est quelque chose que je tenais à mentionner. Et c'est justement la raison pour laquelle parler avec des personnes qui étudient le monde arabe, ce que je fais déjà aux séries, dans le centre où je travaille, m'intéresse beaucoup. Alors, c'est vrai que quand j'ai demandé à des collègues, alors c'est quoi l'IREMO, parce que je connaissais un peu, alors un de mes collègues et amis m'a dit, l'IREMO, c'est la gauche. Et alors je lui ai demandé, mais alors, il m'a dit, c'est la gauche. Et après, il m'a dit, tu vois. Alors, moi, je vois un peu, mais disons que c'est quand même assez vaste. Et donc, dans la gauche, il y a beaucoup d'opinions. Voilà. Alors, il y a la gauche plurielle. Et il ne m'en a pas dit plus, il m'a dit, tu vois, vas-y. Donc j'espère qu'il aura raison. Et donc, dans cette gauche, il y a plusieurs opinions. Il y a des opinions qui sont, je parle ici des questions qui nous occupent, qui sont parfois les miennes, et des opinions qui ne sont parfois pas les miennes, mais j'ai envie de discuter avec les personnes qui les tiennent. Et puis parfois, il y a des opinions qui ne sont vraiment pas les miennes. Et là, parfois, je me dis que la discussion n'en vaut pas la chandelle. Mais enfin, il y a une grande diversité. Et c'est tant mieux parce que justement, en fait, je pense qu'il est très important pour nous tous, quel que soit notre métier finalement, de savoir un peu comment on parle de questions qui sont extrêmement émotionnelles. C'est-à-dire quand on parle de vie, on parle de gens qui meurent, on parle de gens qui meurent parfois dans des conditions particulièrement atroces, et c'est très difficile d'en discuter. Et c'est très difficile parce que nous avons des émotions et aussi parce que mais nous avons des affinités. Nous avons chacun nos affinités, nous avons chacun notre histoire, et c'est ce qui rend la cohabitation des idées si difficile. Le monde dans lequel je travaille, l'université, je n'ai pas sans le savoir. Enfin, c'est pas évident aujourd'hui la discussion à l'université. Chacun peut discuter dans son coin. Ça, c'est très facile. Vous discutez avec les membres de votre groupe, ça c'est évident. Si vous allez de l'autre côté de la rue, c'est plus compliqué. Donc, d'une certaine manière, c'est aussi, enfin, ce sont des expériences qu'il faut faire et qu'il faut encourager. Alors, maintenant, le prix de la vie, pourquoi et qu'est-ce que c'est? Le point de départ, en fait, de ce travail, de ce livre, mais aussi de ce que j'ai fait au cours de ces dernières années, et puis ce que je suis, l'actualité, comme vous, je suis l'actualité. Je n'ai pas énormément
Je n'ai pas beaucoup plus d'informations que vous. Enfin, bon, il y a de l'information, mais c'est compliqué. Enfin, à un certain moment, on aura plus de recul pour analyser ce qui s'est passé depuis le 7 octobre. Mais ce que l'on voit bien, c'est que la question des vies humaines est constamment en débat. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un jour où cette question n'est pas traitée dans les différents journaux, les vies humaines dans le conflit à Gaza sont le baromètre politique de nos discussions. Quand il y a beaucoup de morts, on dit qu'il y a beaucoup de morts, et quand il y a beaucoup de morts, on se pose la question de savoir la question de la culpabilité, et on se pose la question politique du sens de ces morts. La façon dont on les qualifie n'est pas évidemment à une très grande importance. Chaque mot compte. C'est pour ça qu'à l'université, où on passe notre vie à parler et à écrire, enfin, évidemment, on s'écharpe sur les différents qualificatifs que l'on utilise. Est-ce que, eh bien, on utilise nombre de morts, nombre de personnes tuées, nombre de personnes assassinées, tous ces différents qualificatifs, dommages collatéraux, tous ces différents qualificatifs ont un sens. Et il faut connaître ce sens, et ces mots-là ont des impacts qui sont énormes. Enfin, quand même, on parlait de la gauche, justement, ils ont quand même fait imploser la NUPES. Mais non, on m'a dit c'est la gauche. J'entends c'est la gauche. Pour l'indépendance là-dessus. Ouais, voilà ce qu'on m'a dit. Et donc, ça... des manifestations, les universités sont divisées, ce conflit a un impact comme nul autre. Il faudrait pouvoir parler de toutes les vies humaines dans les conflits, mais il se trouve que c'est surtout celui-ci dont on parle. Mais parlons-en. Très bien. Et alors, les vies humaines sont justement parce que maintenant on a plus aussi d'outils pour les répertorier, on a plus de moyens d'information, et surtout on s'y intéresse davantage. Vous parliez du droit et de son développement. Les vies humaines sont constamment mises en débat et répertoriées, et elles sont là au cœur de notre débat public. Cette question-là est incontournable, et ce dont je vais vous parler, c'est une question qui est politiquement centrale, qui est le rapport entre ces vies et des intérêts. Ce que je vais montrer finalement, ce que je voulais montrer dans ce livre, c'est que aujourd'hui finalement, dans toutes les décisions, dans la plupart des décisions, des grandes décisions politiques, on met en équilibre des vies et des intérêts. La norme de proportionnalité dont je vous parlerai, c'est exactement cela. On met en balance, d'un côté, un avantage militaire que l'on poursuit et des vies de personnes qui vont mourir. Je pourrais développer ça dans d'autres domaines. Enfin bon, le Covid est un exemple aussi. On met en balance des intérêts économiques et des vies humaines quand on confine, etc. Mais finalement, cette question des intérêts, elle doit être liée à la question des vies humaines. Alors, cela pose la question de la juste mesure. Enfin, quand on parle d'un conflit, on se dit mais voilà, enfin, cette guerre est atroce parce que les belligérants ne font pas preuve de mesure, au contraire, ils sont proprement déchaînés. Ils n'ont aucune limite. Et c'est ça ce qui choque le plus, parce que à la guerre, il y a des morts. Mais la guerre implique un certain nombre, les guerres sont codifiées par des règles de droit. Vous dites justement, très justement, que ces instances juridiques se sont beaucoup développées, mais c'est le sens commun aussi. Ces règles de droit sont finalement le reflet de ce que chacun de nous peut penser. Quand eh bien, vous tuez quelqu'un qui est à terre, qui n'a pas d'armes, et éventuellement même un civil, vous le tuez intentionnellement, cela choque, bien évidemment. Les règles de droit sont simplement le reflet de qui nous sommes.
Alors après, ensuite, elle se décline de différentes manières. Mais ce qui est en jeu ici, c'est la capacité à faire preuve de mesure, qui est une question très classique historiquement, mais qui est au cœur des conflits et qui est au cœur non seulement du droit des conflits, mais aussi de la manière dont on les traite politiquement. Et c'est toute la question de ce qu'est une guerre juste et que de combattre justement. Alors, ces questions-là de la juste mesure, vous voyez bien que, d'ailleurs, voilà, quand on juge, on peut juger de quelqu'un par exemple, qu'il fait preuve de manque de tempérance, quelqu'un de démesuré, qui se met en colère, etc. Enfin, eh bien, vous portez un jugement sur le manque de mesure d'une personne. Mais ce jugement sur la mesure, il n'y a pas de critère de neutralité absolue dans cette situation-là. C'est votre avis sur le manque de mesure d'une personne. Il y a une dimension qui est subjective sur l'évaluation de cette mesure. Et c'est pour ça que dans une discussion sur l'usage de la force, il y a toujours des tensions, des débats et une diversité d'avis. Vous savez, dans les forces armées, il y a dans les pays, au sein des puissances occidentales, il y a énormément d'avocats. Ils sont là pour ça. Aux États-Unis, il y a 5000 avocats dans les forces armées américaines. C'est des gens qui font ça toute la journée. En Israël, il doit y en avoir entre 100 et 200. C'est leur métier. Ils sont habitués justement à discuter de cas litigieux. Et donc il y a diversité et il y a partialité. Un avocat qui travaille pour un État, un avocat de l'armée française par exemple, il va défendre son client. Il va avoir aussi, de fait, donc une vue partiale. Mais est-ce que c'est parce qu'il est partial que son avis est faux? Ça, c'est une autre affaire. Et donc, il faut admettre qu'il y a cette dimension-là, à la fois du pluralisme et de la partialité. Le point de vue de nulle part, c'est une expression qu'on utilise en philosophie. Enfin bon, il faut avoir un point de vue de nulle part, c'est-à-dire oublier qui on est. C'est extrêmement difficile. Je connais très peu de personnes qui essayent, et encore moins de personnes qui y arrivent. Ce sont des expériences de pensée que l'on peut faire. On peut se dire, je ne suis pas ce qui je suis. Comment je vais raisonner face à cette situation-là? Et alors, ayant fait ce constat, on peut se dire qu'il y a des partialités qui sont différentes. Et il y a des partialités, à mon avis, qui sont raisonnables et d'autres qui le sont moins. La mauvaise foi, par exemple, est un cas de partialité déraisonnable. Alors, où est-ce que... maintenant, justement, ce que je voudrais faire, c'est traiter de la question du prix de la vie dans le contexte de la guerre, voir à quel dilemme cela nous confronte, et éventuellement voir comment vont rentrer en ligne de compte dans ces discussions le rôle des intérêts et éventuellement des compromis. Alors, moi, quand j'ai commencé à travailler sur la question du prix de la vie, en fait, j'avais déjà travaillé sur deux questions. La première, c'était la réparation des injustices historiques. Après une guerre, on peut donner des réparations. Et on va donner des réparations en fonction de certains dommages qui ont été subis dans la guerre. C'est une première manière de donner un prix à la vie. Les États se mettent d'accord. Et après, ça dépend qui paye, ça dépend qui répare, ça dépend qui compense, etc. Cette question-là des réparations va se poser après le conflit à Gaza. Ce sont, à mon avis, vraisemblablement des pays arabes qui vont donner de l'argent pour reconstruire et offrir ces réparations. Et ensuite, la question qui m'avait intéressé avant d'écrire ce livre, déjà, c'était la question de la proportionnalité. Pour moi, c'était une énigme. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup, toujours, de savoir ce que finalement des personnes qui n'ont pas nécessairement connaissent pas nécessairement le droit international humanitaire pensent de cette norme. La proportionnalité, on en entend parler tout le temps, à Gaza.
La proportionnalité, c'est une règle en droit, mais c'est une règle aussi que appliquent les armées dans leur, finalement, dans leur, je dirais presque leur routine. Ils appellent ça the rules of engagement, les règles du combat. La proportionnalité, c'est une règle très étrange qui consiste à dire que la valeur des vies humaines perdues ne doit pas excéder la valeur de l'avantage militaire poursuivi. Vous donnez un prix à la vie, à votre, qui est formulé en termes de vie à votre cible. Si l'avantage militaire poursuivi est très important, vous vous autorisez à tuer un nombre de civils important. Vous ne les ciblez pas, vous allez prévoir qu'ils vont mourir. Cette règle-là, elle vient de l'idée que prévoir n'est pas vouloir. C'est une règle très étrange. Moi, pour ma part, je ne sais pas comment vous réagissez, mais moi, pour ma part, je ne la comprenais pas. Je ne la comprenais pas parce que je me disais, mais comment on fait pour finalement mettre en équivalence deux biens qui sont aussi différents, des vies et puis un intérêt militaire, tactique. Détruire un fort, par exemple, détruire un endroit où on tire des roquettes, etc. Et pourtant, c'est ce que fait le droit tout le temps. Cette règle, elle est là pour apporter de la mesure dans les conflits. Mais en même temps, qui l'évalue ? Les évaluations vont être nécessairement différentes. Pour les personnes qui sont là où les bombes explosent, eh ben je doute qu'elles aient le même avis que les personnes qui appuient sur le bouton et qui vont provoquer le bombardement. Et pourtant, c'est un débat que nous avons tout le temps. Alors, nous pourrions nous dire, cette règle est inutile, on s'en débarrasse. Mais si on s'en débarrasse, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune mesure. Et que pour tuer un combattant, vous pouvez tuer 100 000 civils. Si on se défait complètement de cette règle. Et cette règle, elle est centrale. Elle est centrale politiquement. Parce que une des critiques les plus couramment adressées à Israël, c'est que Israël a fait preuve a manqué de proportionnalité. L'usage de la force a été disproportionné. Cette question-là est omniprésente. Est-ce qu'elle a été reprise par exemple, la Cour pénale internationale? À vrai dire, non. Dans le document, en tout cas, de ce que j'ai lu, moi, Karim Khan s'est gardé de rentrer dans cette discussion. Il a mis l'accent sur la question de la famine. Et proportionnalité, dans le document que j'ai lu, intervient une fois sur les 13 pages et ne se rapporte pas au bombardement. Alors peut-être qu'ils vont le faire dans un deuxième temps, mais ce n'est pas ce sur quoi ils ont mis l'accent. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement difficile de démontrer que c'est disproportionné. Parce que ça va, si vous dites, mais moi, ma cible, elle est extrêmement importante, pour moi, à ce moment-là, vous pouvez dire, oui, enfin, ce nombre de vies civiles vaut cette cible. C'est très cru, mais en même temps, il vaut mieux dire les choses plutôt que tourner autour du pot. C'est une règle qui est vraiment centrale dans la guerre, et on voit à quel point politiquement elle suscite des clivages et elle provoque des discussions politiques, partisanes, etc. Là, une autre question qui a été centrale dans cette guerre, c'est la question des boucliers humains. L'usage des boucliers humains est un crime. C'est un crime de guerre, et de cela, il n'y a pas vraiment beaucoup de doute. Et en règle générale, c'est plutôt quelque chose que spontanément on a tendance à désapprouver, au-delà du regard juridique que l'on porte sur lui. Mais que se passe-t-il lorsque un État combat un groupe qui fait usage des boucliers humains? Quelle est votre réponse? Est-ce que vous dites, mais dès lors qu'il y a des boucliers humains, je ne vais pas faire usage de la force? Ou est-ce que vous considérez que, ces boucliers humains ont été utilisés par des criminels et, ils seront finalement des civils qui vont mourir, qui vont faire partie du calcul de la proportionnalité. Là aussi, ce sont des questions très crues. Mais en même temps,
elles sont cruciales parce que quand vous parlez des morts civiles, eh bien, les boucliers humains occupent une très grande partie de ces pertes civiles. Et la spécificité du conflit de Gaza, alors moi je ne suis pas un historien de la guerre, je ne connais pas toutes les guerres, mais j'ai l'impression, je ne sais pas quel est votre avis, mais que l'usage des boucliers humains dans ce conflit a été sans précédent, mais peut-être que je me trompe. Pas l'idée que finalement dans les tunnels, on met plutôt les combattants et les civils, c'est des gens qui sont à l'extérieur. En général, c'est l'inverse. Enfin. Et là, ça n'a pas été le cas. Ensuite, la question des otages. Là aussi, les otages, c'est une question que je trouve tragique et fascinante. Et elle peut nous toucher chacun d'entre nous. Alors, c'est pas la peine d'être en Israël ou enfin pour se sentir concerné par sa question. Dans mon université, Sciences Po, nous avons eu 2 otages en Iran. Vous savez peut-être. Et elle est venue ici. Voilà. Il y a quelques jours. Exactement. Donc, c'est une question que nous connaissons bien. Et qu'est-ce que vous faites lorsque l'un d'entre vous faites partie d'une communauté? Ça peut être une famille, ça peut être un centre, ça peut être une communauté religieuse, ça peut être un État. Qu'est-ce que vous faites lorsque l'un d'entre vous est pris en otage? Vous allez là aussi calculer finalement quelle est la juste contrepartie que vous décidez d'offrir pour sauver cette personne. Et là, c'est pour ça que politiquement il y a autant de clivages. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez dire, le prix de la vie des otages est trop élevé, je ne vais pas négocier. Et il y a des États comme la Grande-Bretagne, par exemple, dont c'est, en tout cas jusqu'à une période relativement récente, ça a toujours été la politique. On ne négocie pas avec des criminels. On ne négocie pas avec des terroristes. Et tant pis pour les otages. Le prix à payer est trop élevé. Vous pouvez choisir de négocier, et très souvent, pourquoi les otages ont tellement de prix pour le Hamas ou pour le Hezbollah? C'est parce que le Hamas et le Hezbollah savent que les Israéliens, en général, mais pas toujours, négocient. Et que le prix, les contreparties sont très importantes. Lorsque Gilad Shalit a été libéré, après 5 ans, où il a été retenu en otage, eh bien, 1027, vous le savez, prisonniers palestiniens ont été libérés. Et parmi ces 1027, il y avait 6 Noirs. Et là, eh bien, cette fois-ci, alors je pourrais en parler pendant longtemps, mais c'est très particulier la situation dans laquelle on se trouve depuis début octobre. C'est-à-dire que là, il y avait, maintenant, c'est différent, mais il y avait au départ 230 otages, des personnes d'ailleurs vivantes et mortes aussi, des cadavres, simplement. Et ensuite, il y a eu un conflit à haute intensité. Il y a eu prise d'otages et en même temps guerre. Et là, ce qui a été décidé, c'est de ne pas négocier tout de suite. Israël aurait pu décider, après tout, de dire, mais voilà, d'abord on négocie et puis après on verra. Israël a considéré que le prix à payer de la négociation aurait été trop important. Et il y a d'autres, on peut en parler aussi, il y a d'autres considérations qui concernent aussi la dissuasion, enfin le fait de ne pas vouloir montrer ses faiblesses et de s'exposer sur d'autres fronts, etc., etc. Mais ce qui a été choisi, c'est d'utiliser la force et d'essayer de libérer des otages par la force, mais en sachant que en général ça ne marche pas. Enfin. La probabilité pour des otages, surtout en si grand nombre et dispersés dans un endroit qui est aussi vaste, soient libérés en utilisant la force est très très faible. Et là aussi, ça fait partie des dilemmes du prix de la vie. Je m'étais penché sur un autre cas en 2014 où un otage avait été malheureusement dans un autre conflit entre Israël et le Hamas. En 2014, un Israélien avait été pris en otage par des Palestiniens. Il était en train d'être acheminé vers Gaza et Israël avait utilisé la force pour essayer de bloquer
eh bien, cette prise d'otage. Ce genre de décision a un nom, ça s'appelle la doctrine Hannibal. La doctrine Hannibal, c'est décider de faire usage de la force pour arrêter une prise d'otage, en sachant que cet usage de la force va mettre en danger la vie de l'otage. Elle a le mérite d'être formalisée. La France, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en Afrique, il y a quelques années, Macron avait pris exactement ce même genre de décision. Sauf que, d'une certaine manière, les otages avaient eu de la chance parce qu'ils avaient été libérés, mais c'est les militaires français qui les ont sauvés, certains d'entre eux qui avaient été tués. Ce que je veux indiquer par là, simplement, c'est que dans ce genre de dilemme, vous jouez avec des vies. Et vous mettez à nouveau en équivalence des vies humaines et des intérêts. Alors alors je ne sais pas. J'ai encore combien de temps? Vous avez le temps dont vous avez besoin. Je pourrais parler longtemps, vous savez, mais je voudrais aussi indiquer une autre chose qui peut vous paraître contre-intuitive ou éventuellement fausse, ou simplement c'est une idée que vous ne voudriez pas entendre. C'est que en traitant cette question d'un point de vue historique, mais ça fait un peu écho à ce que vous disiez au début, on se rend compte, malgré l'atrocité des guerres, à chaque fois, on se rend compte que les guerres du passé étaient plus meurtrières que celles que nous vivons aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui, a priori, surprend. Mais cette évolution est une évolution vraiment sur le temps long. Les guerres du XVIIe, vous imaginez, là, dans l'équivalent de l'Allemagne, 30% de la population est morte. 30%. Ces guerres de religion au XVIIe ont été plus meurtrières pro capita, en pourcentage de la population, que la Deuxième Guerre mondiale. Et ensuite, vous voyez finalement qu'il y a une évolution qui est liée à des tas de choses, qui est liée au progrès de la médecine, qui est liée aux attentes sociales des populations, qui est liée au développement du droit, à la question de la légitimité politique, etc., etc. Et donc, c'est un peu pour contraster finalement cette image terrible que nous avons des conflits armés, de celui de Gaza et puis de tous les autres dont on ne parle pas. C'est que dans le temps long, je pense que nous sommes plutôt sur la bonne voie. Ça paraît absurde de dire sur une chose pareille. Je sais, madame, vous n'y croyez pas. Mais on peut regarder finalement, enfin, dans l'histoire des guerres, les combattants, c'est une expérience assez simple. Vous regardez un peu, je sais pas, la Deuxième Guerre mondiale, la Corée, la guerre de Corée, le Vietnam. Les choses commencent à changer au Vietnam. Eh bien, les combattants, les grands États occidentaux, disposaient de moyens létaux qui étaient bien inférieurs à ceux dont ils disposent aujourd'hui, et ils tuaient plus de monde. Vous imaginez s'ils avaient eu les armes dont les États-Unis, Israël, etc. disposent maintenant, ce qu'ils auraient fait. Dresde, 2 jours, 30 000 morts, visés intentionnellement, 2 jours, avec des capacités en termes d'aviation, etc., qui n'ont strictement rien à voir avec ce que les États-Unis, en l'occurrence l'Angleterre plutôt, a aujourd'hui. Et donc, c'est une idée qui peut être provocatrice, mais aussi elle est à dessein. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a plus de retenue que par le passé. Ce qui veut pas dire que tout va bien aujourd'hui. Et ce qui veut pas dire que dans 30 ans, peut-être, les gens diront, mais comment se fait-il qu'ils n'ont pas fait preuve de retenue? Si les choses suivent le chemin que nous empruntons. Alors, moi, cette question du prix de la vie, là, j'ai voulu donner des exemples très très concrets. Moi, ce qui m'était apparu, quand
en traitant cette question-là, c'est que le prix de la vie a deux aspects. C'est que, d'une part, eh bien, on paye avec des vies la poursuite de ses intérêts. On se dit, par exemple, je fais une guerre, je sais qu'un certain nombre de mes soldats vont mourir, mais ça, c'est important pour poursuivre mon intérêt, l'intérêt national, un intérêt tactique, éventuellement même un intérêt économique. Un État poursuit une guerre, il sait que ces bombardements vont tuer des civils. Ces civils ne sont pas visés, mais cet État sait que ces civils vont mourir. Ces civils vont payer de leur vie le prix poursuivi par cet État. Et donc, le payer avec des vies est la dimension la plus tragique de la politique de la guerre. Et les boucliers humains, une organisation combattante peut décider d'utiliser des boucliers humains. Ce sont des personnes qui seront sacrifiées pour poursuivre ses intérêts. Alors ensuite, vous pouvez aussi payer pour des vies. Vous avez c'est les fameuses décisions coûteuses. Vous pouvez décider, par exemple, de sauver des personnes. Vous pouvez décider, par exemple, dans le cas d'otages, de prise d'otages, vous pouvez décider de négocier et faire des concessions sur vos intérêts pour sauver des vies. Vous êtes dans une situation où vous pouvez bombarder. Mais vous prévoyez qu'un nombre important de civils vont être tués si vous bombardez. Vous pouvez décider de ne pas bombarder, justement parce que le nombre de vies humaines sera trop important. Vous appliquerez la règle de proportionnalité. Mais cette fois-ci, elle fera barrage. C'est votre estimation. Moi, dans mon travail, je fais souvent des entretiens avec des avocats militaires. C'est des questions qu'ils se posent tout le temps. Aux États-Unis, c'est plus simple qu'en France. Enfin, qu'en France, c'est même pas la peine d'essayer. Enfin, c'est la grande muette. Enfin bon. Mais aux États-Unis, vous pouvez discuter. Ils vous présentent des cas assez concrets où ils présentent ce genre de dilemme et disent pourquoi ils ont décidé que là ils allaient bombarder, pourquoi ils ont décidé qu'ils n'allaient pas bombarder. Ce sont à nouveau, c'est des questions qui peuvent vous sembler à la fois théoriques, c'est le droit, etc. Mais c'est des questions éminemment pratiques. Donc il y a ces deux dimensions de payer avec des vies et de payer pour des vies. Alors ensuite, moi j'avais prévu de parler de la question, voilà, de la partialité, etc. Je ne sais pas, ou si vous voulez qu'on commence. Vous avez encore quelques minutes. D'accord, très bien. Je vous permettrai de faire quelques remarques si vous permettez. Ah ben bien sûr, évidemment. Et alors, peut-être le dernier point que je voudrais aborder, c'est la question, eh bien, de la partialité. Enfin, il y a ces discussions. Ce sont à propos de Gaza, vous voyez bien quelle division elle crée politiquement dans les relations entre États. Les États-Unis n'ont pas la même position que je sais pas, le Brésil ou que même la France à propos de la Cour pénale internationale, par exemple. Il y a tout le temps eh bien, il y a une certaine diversité d'opinions. Après, à nouveau, voilà, quand on reste dans un groupe très spécifique, il y a souvent des effets de consensus. Parce que ce qui se passe, c'est que, en ce moment, chacun se rassemble dans son propre groupe, ce qui est extrêmement gênant. Enfin. Mais comment, finalement, traiter de visions qui sont partiales, et est-ce qu'il y a des visions partiales qui sont acceptables et des visions partiales qui le seraient moins. Alors, je voudrais donner un exemple. Alors, il y a en matière de droit de la guerre, en fait, le droit de la guerre est vraiment une discipline très très ancienne, etc. Enfin, il a en deux mots, enfin. Le droit de la guerre a été élaboré pour traiter de cas de figure où des États combattaient les uns contre les autres. Et ces États étaient des unités
politiques qui finalement sont assez compatibles. Ils sont ennemis, mais je sais pas, les États-Unis et l'Union soviétique, bon heureusement il n'y a pas eu de guerre, mais enfin c'est deux États, des idéologies très différentes, mais ça reste deux États et qui peuvent raisonner à peu près de la même manière et qui ont des structures qui peuvent être comparables. Le droit de la guerre a été élaboré pour traiter de cas qui sont comme cela et qui sont plus simples que les cas auxquels nous sommes confrontés maintenant, notamment à propos de Gaza. Vous avez un État et un acteur non étatique. Dans le droit de la guerre traditionnel, justement, finalement, vous respectez des lois qui sont communément partagées par les différents belligérants. Mais qu'est-ce qui se passe dans un conflit où, eh bien, ces règles ne sont pas partagées et les tactiques des belligérants ne sont pas du tout les mêmes? C'est le cas des conflits asymétriques. Et c'est là où cela se corse énormément, et c'est la raison pour laquelle aussi il y a des interprétations juridiques qui sont tellement différentes, parce que le droit est mal à l'aise pour traiter de ces conflits entre États et acteurs non étatiques. Les juristes le font, mais leurs outils ne sont pas particulièrement adaptés pour le faire. Le droit est toujours en retard sur l'évolution des sociétés et sur l'évolution de la guerre. Alors, il y a une idée que l'on entend très couramment, qui est de dire, eh bien, face à des criminels, je ne vais pas respecter le droit de la guerre. Cette idée-là, c'est un exemple de partialité. C'est une position bien particulière qui n'est pas partagée par beaucoup de monde et par beaucoup de juristes notamment qui ne la partagent pas, mais elle est très courante. Je crois que c'était Charles Pasqua, on va terroriser les terroristes. C'était ça, non? Ouais, c'est exactement cette idée-là. C'était pas un homme de gauche aussi. Non, c'était pas un homme de gauche. George Bush Jr. avait dit aussi, on va enlever les gants. Ils ne jouent pas suivant les règles, nous non plus. Songez au fait qu'une guerre, c'est une représentation. Songez à un match de boxe. Il y a deux boxeurs, et il y a un boxeur qui cache dans son gant un couteau. Est-ce que l'autre boxeur va décider de continuer à jouer avec lui, c'est-à-dire à boxer avec lui en suivant ses propres règles? C'est une analogie, mais à mon avis, si vous voulez, elle permet de comprendre une certaine logique de cette asymétrie. Qu'est-ce que vous faites quand l'autre personne contre laquelle vous combattez ne respecte pas des lois à laquelle vous êtes tenu? Est-ce que vous êtes toujours tenu par ces mêmes lois? C'est la question de la réciprocité. En fait, dans une tradition ancienne de la loi de la guerre, les philosophes que l'on respecte pour leur modération, Grotius par exemple. Grotius, finalement des inspirateurs du droit de la guerre, disait, mais quand je combats contre des pirates, je n'applique aucune loi de la guerre. Je coule leur bateau où il y a des femmes et des enfants. Ils sont en dehors de l'humanité pour moi. Là aussi, c'est pour prendre un cas extrême, très cru, pour montrer cette logique de la non-réciprocité. Et ça, c'est un exemple de partialité. Et les États occidentaux ont essayé d'adapter leur loi de la guerre. Les États-Unis n'ont fait que cela. Ils ont adapté la façon dont ils combattent et ils ont adapté leurs règles quand ils combattent avec des acteurs contre des acteurs non étatiques qu'ils qualifient par ailleurs de terroristes. Et ça, c'est un cas de partialité. C'est un cas de partialité. Et le problème de cette partialité, elle peut avoir une composante raisonnable qui est de dire, mais la logique de réciprocité, quand même, ça compte. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a non-réciprocité? Elle a une dimension non raisonnable, c'est-à-dire déraisonnable, lorsqu'il s'agit de vengeance. On va terroriser les terroristes, il y a une composante de vengeance. Et c'est là où c'est problématique. Et toute la difficulté, c'est finalement de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre
ce qui pourrait être défendu, et il faut voir comment, etc., et de ce qui est de l'ordre, finalement, de la vengeance. Un autre exemple, finalement, ce qui consiste à dire, bon, bah, quand vous êtes opprimé, face à des oppresseurs, c'est normal de se révolter. Et c'est normal de se révolter, même en étant déchaîné. C'est un fait social normal. Le Hamas, c'est la résistance. C'est la résistance face à l'oppression. Quoi qu'il fasse, ce sont des actes de résistance. Après le 7 octobre, dans des universités américaines, il y a des collègues qui ont dit, mais voilà, ce sont des actes de résistance, acts of war, des otages, d'accord, mais enfin c'est de la résistance. Et ça, c'est un autre type de partialité. Cette partialité, vous pouvez trouver beaucoup à l'université de personnes qui vont rendre ce discours rationnel. Diront, d'abord, c'est un fait humain. Lorsqu'on vous opprime, vous réagissez par la violence. C'est un fait social normal. Lorsque, vous avez été colonisé, vous réagissez contre l'Occident et vous employez les moyens qui sont à votre disposition. Vous n'avez pas des tanks, vous prenez des otages. Vous n'avez pas des tanks, vous violez des femmes. Ce sont vos instruments. Alors, c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec cet argumentaire-là. Mais je vois très bien dans quel type de raisonnement il s'inscrit. Et je vois très bien quel type de sciences sociales sont mobilisées pour justifier ce type de réponse. C'est déraisonnable lorsque ce type de réponse est motivé par la haine. Lorsque, après le 7 octobre, vous avez des personnes sur Facebook qui mettent « thumbs up » pour le Hamas, ça c'est de la haine. Et là, c'est déraisonnable. Et donc, on est dans un espace de discussion où il y a tout ça. Et comment on fait, justement? Comment on fait avec chacun nos partialités, chacun nos affinités? Alors, là aussi, je peux continuer, mais peut-être qu'on peut aussi ouvrir la discussion. Enfin, oui, t'ouvrir parce que d'accord. À moins que vous ayez une conclusion à la... Non, mais voilà, okay. Chemin faisant, on va la trouver. Bien, on va comme je vous le disais, la deuxième partie va être consacrée aux questions. Si vous me permettez, je voudrais faire quelques remarques pour lancer la discussion et sans prétendre, comment dirais-je, m'imposer dans le débat. Je reste dans mon rôle d'arbitre pour distribuer la parole. Mais quand même 2-3 remarques. La première remarque, c'est sur... vous insistez beaucoup, dans votre livre comme tout à l'heure, sur la juste mesure. Et vous avez dit, il n'y a pas de critères, c'est difficile, etc. Mais en même temps, vous avez donné des exemples concrets par rapport aux armées. Vous avez parlé des avocats aux États-Unis, en Israël. Mais en définitive, je crois que cette affaire de juste mesure, elle est jamais définissable complètement. Il y aura toujours une forme de partialité quelque part, et que le seul personnage qui est en capacité de trancher finalement, et c'est récent dans les relations internationales, et je crois que c'est important, c'est le juge. C'est-à-dire que le jour où nous aurons une Cour pénale internationale qui sera véritablement établie, c'est-à-dire qu'il y aura cette capacité à ne plus être contestée comme on va le voir dans les prochains jours de toutes les façons possibles, je pense que les relations internationales auront fait un progrès, parce que finalement, ce sera non pas un avocat, ou plutôt les avocats feront leur boulot, bien entendu, ils vont défendre une position, mais qui, en dernière instance, va dire le droit, c'est le juge. Et donc, je trouve que l'invention de la Cour pénale internationale, après des décennies de débats, a réussi finalement à être mise en place. C'était pas il y a longtemps, c'était en 98, et c'est entré en vigueur en 2002, c'est tout récent. Et est extraordinairement contesté, d'autant plus que, comme c'est sur la base d'un traité, il y a des États qui ne sont pas membres du traité de Rome, de la CPI, par conséquent, qui estiment que cette CPI ne doit pas mettre
sont nés dans leurs affaires ou dans l'affaire de leurs alliés. Et il y a des très grandes puissances qui sont hors du traité de Rome, à commencer par les États-Unis, qui vont être vent debout contre toute décision de la CPI, alors que je crois personnellement, mais ça c'est une affaire de débat, je crois que c'est une avancée. Et il faut bien dire que si on prend rapidement l'histoire de la justice pénale, on en parlait depuis le 19e siècle. Hein. Il y a eu plusieurs étapes, en passant par Nuremberg, mais c'était très particulier évidemment, parce que c'était la justice des vainqueurs. En tout cas, aujourd'hui, on a une CPI, mais malheureusement, c'est une CPI qui est reconnue que par une partie, puisque finalement, seuls ne sont tenus de pouvoir la mettre en jeu, ce sont les États parties, avec quand même, c'était dans les débats sur la CPI, il ne faudrait pas être trop long, juste sur cette question, c'est que la compétence de la CPI, il faut bien comprendre qui est enfin, en quoi elle peut être compétente, c'est lorsque c'est un citoyen d'un État partie qui est en question, ou bien, et ça c'est fondamental, quand les actes incriminés sont sur le territoire d'un État partie. Et par exemple, en Palestine, aujourd'hui, il se trouve que la Palestine est un État membre de la Cour suprême, de la CPI, joli lapsus, et en fait, par conséquent, tout ce qui se passe à Gaza, à Jérusalem-Est ou en Cisjordanie, eh bien, ça relève potentiellement de la compétence de la CPI. C'est le droit que Karim Khan, d'ailleurs, l'a réaffirmé il n'y a pas très longtemps. C'est ma première remarque donc sur l'idée, la juste mesure, c'est un vaste débat, mais en dernier instance, à mes yeux, c'est le juge qui tranche. Deuxième remarque, c'est sur, et je vais vraiment faire très court parce que je vais laisser la parole à la salle, mais sur la notion de proportionnalité. La proportionnalité, ça implique quelque part, au fond, un rapport à la rationalité, c'est-à-dire comme vous le dites dans un de vos bouquins, vous parlez d'un, je crois, si je vous cite bien, un commandant raisonnable. Oui, c'est ça ouais. C'est la figure du commandant raisonnable. Et il est possible que cette figure existe. Mais je crois que c'est bien difficile d'imaginer un commandant raisonnable. En réalité, dès qu'on est dans l'incandescence des conflits, des confrontations, il y a des passions qui s'ouvrent. Et donc la rationalité, elle est très largement enfouie par les passions, par l'idée de vengeance, par plein de ces moments qui sont les moments humains qui fait que finalement la notion de, comment dirais-je, de la rationalité disparaît. Le commandant raisonnable, pour moi, c'est une figure théorique, mais dans la réalité, elle est bien difficile à cerner, parce qu'il y a toujours ces éléments de contextualisation qui sont d'une très grande violence, et dans lequel est emporté le commandant raisonnable, si toutefois il y en avait un. Et puis, dans le rapport à la vie, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, moi, dans ce que j'ai pu lire ou voir, c'est le rapport à la vie, mais le rapport à la vie des siens, le rapport à la vie des autres. Le rapport à la vie des siens est toujours dans une dimension effectivement très forte, très intense. On protège la vie des siens, et si on allait plus loin, on pourrait dire on protège d'abord la vie des intimes. Enfin, il y aurait toute une réflexion à mener là-dessus. Mais quand on parle de la vie des autres, c'est tout à fait différent. Ils sont, à un moment donné, invisibles. Et c'est pas une question d'éloignement géographique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est évidemment, notamment, une forme d'éloignement culturel aussi qui peut jouer, d'affinité, enfin bon. Donc la vie des autres, c'est tout à fait autre chose. C'est tout à fait autre chose. Et j'ajouterais que dans la vie des autres, il y a quelque chose qui est encore plus fort, où les passions se déchaînent encore davantage. C'est la vie de l'autre, c'est-à-dire l'autre, celui qui est votre adversaire. Et la vie de l'autre qui est votre adversaire, là, pour le coup, on peut l'ignorer complètement, on peut le mépriser complètement. Les passions les emportent. Et de ce point de vue-là, la proportionnalité n'a plus aucun sens. On veut d'abord se venger, et on y va parce que l'autre vous a fait ça, et on l'a vu dans les premiers jours. Moi, j'essaie d'éviter Gaza, mais j'y reviens un peu. Dans les premiers jours, il y avait évidemment une dimension de vengeance exprimée au plus haut niveau, et en particulier par Galland qui parle des animaux, n'est-ce pas? Et donc on est dans cette violence-là, et donc la notion de proportionnalité est totalement balayée par la force des événements et des passions. Et j'ajouterais aussi, sur le plan juridique, la proportionnalité, elle est effectivement inscrite, notamment dans la 4e Convention de Genève. Mais en même temps, elle ne l'est pas dans le statut de la Cour pénale. La Cour pénale est compétente pour 4 crimes, qui est le crime de guerre, le crime contre l'humanité, le crime de génocide, et puis le 4e qui pose d'autres problèmes, qui est le crime d'agression. Et les décisions de Karim Khan, qui consistent à demander à la chambre préliminaire de la CPI de délivrer des mandats, et sont évidemment sur des choses qui sont des faits qualifiés, et ces faits qualifiés, je lui laisse
je laisse la Cour décider dans quelques semaines, 3 semaines, 1 mois, parce qu'ils vont effectivement qualifier ça de crime de guerre, c'est-à-dire de violation du droit de la guerre, enfin du droit humanitaire. Donc voilà, donc on est vraiment sur des questions qui sont extrêmement, comment dirais-je, qui sont vite balayées par la réalité des passions humaines. Puis une troisième remarque, je fais vraiment très court, la troisième remarque, mais vous y avez en partie répondu, c'est que on est toujours dans ce rapport à l'État. Le droit de la guerre, c'est un droit interétatique en quelque sorte, et d'ailleurs ce sont les États qui l'ont construit. Et quand on est dans des conflits asymétriques, comme vous l'avez très justement noté, les choses sont différentes. Mais elles sont différentes, et à ce moment-là, on ne peut les appréhender que si on remet de la contextualisation. Alors pour sortir de Gaza un instant, moi je prends l'Algérie. La France, est-ce qu'elle a pensé la proportionnalité dans cette affaire? En Algérie, il y a eu combien de morts? D'après les historiens, on va dire 400 000 morts, dans des conditions épouvantables. Et toutes les guerres de ce type ont été asymétriques dans tous les sens du terme. Et la France n'avait qu'une ambition, c'était, et d'ailleurs elle a réussi, écraser la révolte. Elle a perdu sur le plan, enfin les Algériens ont perdu sur le plan militaire, ils ont gagné d'un point de vue politique évidemment. Et là je trouve que surgit un autre terme, alors là qui est un terme qui est extrêmement compliqué, il faudrait faire des études là-dessus, le terme de terrorisme. C'est que quand on parle de terrorisme, c'est très intéressant, la genèse de la formulation. C'est en général ceux qui sont en situation de domination qui parlent de terrorisme. Et d'où l'impossibilité d'arriver à un consensus au plan international pour savoir qui est terroriste. Il y a plein de définitions en Europe ou ailleurs, dans notre droit français, il y a une définition, mais arriver à quelque chose qui puisse faire la synthèse de toutes les contradictions qu'elle implique, c'est très difficile. Ce qui fait que dans un conflit, très vite, l'énoncé du terme, je ne parle pas de la réalité, mais de l'énoncé du terme de terroriste est forcément s'octroyer dans le même mouvement une forme de permis de tuer, quoi. Il est terroriste, donc je peux le tuer. D'ailleurs, la sémantique qui est tout autour, elle est en général, elle va avec. On va éliminer, on va nettoyer, on va dans des termes comme ça. Et donc, la symétrie est renforcée par la sémantique qui est liée elle-même à un rapport de force, à un rapport de domination. Et donc, on est effectivement dans un autre schéma qui fait que on oublie le droit, alors que moi, je serais tenté de dire que par rapport à la décision de Karim Khan, qui ne préjuge pas encore de la décision de la CPI, je dirais qu'un meurtre est un meurtre. Une violation du droit de la guerre est une violation du droit de la guerre, quel que soit l'auteur. Et je n'en dis pas plus que ça. Mais si on assassine un civil, eh bien, ça relève du droit de la guerre, 4e Convention de Genève, si on déplace des populations, etc. Donc, on est dans une qualification qui est relativement objective dès lors qu'on a eu les éléments d'enquête pour pouvoir nourrir cette idée. Puis un dernier mot, j'arrête là-dessus, sur la question des otages. Alors, il y aurait 1000 choses à dire. Il y a une chose qui me frappe beaucoup aussi, c'est la différenciation extraordinaire dans les sensibilités qu'on peut éprouver à l'égard de la vie des autres, selon qu'on les voit ou qu'on ne les voit pas. Oui. Les otages, indépendamment de ce que vous avez dit et que je partage largement, on les connaît, on les identifie, on connaît leur histoire. Les 35 000 morts en Palestine, on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est. Et on pourrait prendre d'autres exemples. Je veux dire par là qu'il y a cette espèce de dimension dramatique qui fait que on est davantage sensible, et c'est normal, à une histoire individuelle et humaine, alors que les statistiques, quand on dit que Hiroshima a fait X 100 000 morts, 200 000 morts, ça devient complètement abstrait. Or, Hiroshima, quel est le prix de la vie? Quelle était la proportionnalité? Alors, on peut l'argumenter d'un point de vue théorique en disant, mais Hiroshima, c'était le moyen d'empêcher qu'il y ait davantage de morts. C'est un des arguments des Américains. Mais je veux dire, bon, je n'entre pas dans cette raison, mais je veux dire, Hiroshima, on n'imagine pas ce que ça signifie compte tenu de l'ampleur des dizaines de milliers de morts. C'est ça que je veux dire. Et là aussi, dans le rapport à la vie des autres, il y a ça. Et le fait qu'on connaît. Ça revient au thème plus général des vies lointaines que vous évoquez dans votre bouquin Un prix à la vie. Voilà. Alors c'est quelques remarques en vrac. Hein. Je ne veux pas non plus. Il faudrait que j'ai 3 quarts d'heure pour pouvoir continuer. Mais je pense que je vous laisse répondre si vous voulez. Mais je vais laisser la parole aussi on a une demi-heure devant nous et je crois qu'il y aura beaucoup de remarques. Et si je suis intervenu, c'est pour susciter aussi d'autres questions. Qui veut prendre la parole? Ah ben voilà, allez-y. Bonjour et merci pour votre exposé. Dans le développement de votre raisonnement, vous avez dit face à des criminels, je ne vais pas rester.
je ne vais pas respecter les règles de la guerre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une intentionnalité? Votre décision, c'est de ne pas vous lier les mains. D'accord, mais est-ce que ça correspond à un critère qui s'appelle l'intentionnalité? Parce que c'est sur ce critère que actuellement il y a débat pour prouver qu'il y a eu une intentionnalité malgré les 35 000 morts. À vrai dire, c'était pas directement lié à cela, c'est plus une logique. C'est-à-dire que je prenais cet exemple, voilà, qui est un exemple ancien, mais Grotius dit, mais voilà, il y a des pirates, ils sont sur un bateau et il y a des femmes et des enfants, moi je vais couler le bateau. Et parce que mon intention, c'est de tuer les pirates, et même si il y a beaucoup de gens autour d'eux. Mais la plupart des États occidentaux, justement, essayent d'adapter leurs règles au contexte de la guerre asymétrique. Les États-Unis, par exemple, ont construit ce droit extrêmement complexe qu'ils appellent de law on terror, où, par exemple, ils se donnent un exemple justement de, voilà, on n'est pas lié aux règles de la guerre classique. Les Américains ont dit, mais voilà, dès lors qu'il y a des terroristes qui sont identifiés et qui veulent nous nuire, nous, on s'autorise à les tuer, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Au Pakistan, au Yémen, nous ne sommes pas en guerre contre ces États, et pourtant nous faisons usage de la force. Ça, c'est ne pas tenir compte des lois de la guerre classique. Et voilà, c'était... Allons-y, il y a beaucoup de questions, allez-y. Si on peut avoir des questions brèves, ça serait super. D'accord, bonjour. Juste pour revenir sur la question de la guerre asymétrique, je pense que ça pose un problème qui est celui du présupposé que l'État ne serait pas criminel et que l'acteur étatique l'est. Mm-hmm. Et on sait tous que depuis la création de l'État d'Israël, je pense qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que c'est un État criminel qui, en tout cas par rapport au droit international. D'accord. Et voilà, c'est ça ma question, c'est comment définir, pourquoi, je pense peut-être c'est parce que on vit dans un monde complètement étatisé que c'est les règles du jeu. Voilà, l'État n'est pas criminel alors que l'acteur non étatique l'est. Mais je pense que c'est une question à poser quand même. Merci. D'accord. Je réponds ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que... J'ajouterais juste, si on dépasse la question d'Israël, parce qu'il ne faut pas qu'on fasse une fixette sur Israël, même si c'est d'actualité, c'est vrai que la question de l'État par rapport à une organisation quelle qu'elle soit, notamment je me suis déplacé vers la décolonisation, voilà, et je pense que la question se posait aussi, c'est-à-dire que la question de l'État, et il y a d'autres acteurs, je vais dans son sens, après c'est des questions que je vous laisse répondre. Alors je vais répondre de différentes manières. D'abord, la manière la plus abstraite, qui est de dire c'est l'État qui construit le droit. Aucun acteur non étatique ne construit le droit. Les règles de droit sont construites par les États, et donc, moi je connais beaucoup de mes collègues qui considèrent que justement, contrairement à vous, qui considèrent que le droit c'est une construction sociale de la réalité, et que le droit est là pour avantager les dominants. Et que donc les dominés doivent sont liés par des règles qu'ils n'ont pas choisies. Donc, les États participent aux organisations où on écrit le droit, et les États participent aux discussions où on délibère de l'usage du droit. Et ça, quels que soient les États, leur statut leur donne cet accès-là. Alors, à propos d'Israël, ça, c'est vous qui le dites. C'est-à-dire que moi, je peux vous présenter des tas de gens c'est un exemple de partialité, justement, qui ne considèrent pas que Israël est par définition un État criminel. Et ça, vraiment, c'est une discussion. C'est-à-dire qu'ici, je ne connais pas d'État qui n'ait jamais enfreint le droit. À moins que vous m'en présentiez. Oui, justement. Mais justement, je ne connais pas d'État qui n'a jamais enfreint le droit. Ça, c'est un point. Alors peut-être le Bhoutan, je sais pas, j'ai jamais été au Bhoutan, j'aimerais bien y aller. Mais de là à substantiver
l'État d'Israël et à dire qu'il est un État criminel, ça c'est autre chose. Et là, en effet, permettez-moi d'être en désaccord. Bien sûr. Peut-être qu'on pourrait aussi prendre le problème un peu juridique. Et à ce moment-là, on pourrait, parce que criminel, c'est un mot qui essentialise mais on peut dire aussi d'un point de vue juridique qu'Israël est une puissance occupante au sens des résolutions des Nations Unies. Et si on pose la question comme ça, on se déplace quand même vers autre chose. Et là-dessus, c'est absolument incontournable. Israël est une puissance occupante. Et donc, il y a aussi cette question de la symétrie. Puis un mot sur les acteurs. Effectivement, il y a que les États, mais une bonne partie des organisations dans la décolonisation sont devenus des États. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, il faut effectivement, et le jour où d'ailleurs, les Palestiniens sont un peu, je vais faire un jeu de mots, un bout d'État. Oui, ils sont un bout d'État puisqu'ils sont membres de la CPI. Et en ce sens, ils vont contribuer non pas au droit, mais ils vont contribuer à la jurisprudence de la CPI. Donc on a là un cas de transition en quelque sorte. C'est un État intermédiaire. Oui, c'est pas un État au sens juridique du terme, mais il a été reconnu comme tel par la CPI, et par conséquent, il est membre de la CPI et d'autres institutions des Nations Unies, mais pas des Nations Unies à ce jour. Donc c'est intéressant parce qu'on voit bien que le droit, puis un dernier mot aussi sur le droit, parce que le droit international est fabriqué par les États, mais selon les périodes, la nature du droit, c'est quand même le rapport au dominant-dominé, vous avez raison. Si on prend le droit, moi je prends toujours cet exemple magnifique, entre guillemets, de la charte de la SDN, c'est une charte qui quand même dit en substance que il y a des peuples non encore capables de se gouverner eux-mêmes et que c'est aux États occidentaux d'apporter ce qu'appelle la charte mission sacrée de civilisation. Donc on a aussi une évolution profonde du droit et de ses règles. Pardon, j'étais long. Monsieur, je vous en prie. Oui, je vous remercie d'abord pour votre intervention. On est toujours en train de tourner autour des discussions sur du vocabulaire, beaucoup. On discute à l'heure actuelle sur le génocide, il y a des points de vue différents, à la fois dans la population au niveau juridique, il y a des définitions, donc on discute beaucoup sur du terme. Et il y a un terme que vous avez utilisé, qui lui est peut-être plus facile à régler et que j'ai trouvé très infondé dans ce que vous disiez, c'est celui de bouclier humain. Non pas parce que comme dans le génocide, on discute sur des points juridiques, des critères précis ou imprécis établis à tel ou tel moment. Mais le bouclier humain, quand il s'agit d'un camp de réfugiés à Gaza, il suffit de le traverser en 10 minutes pour que ce vocabulaire saute en éclats, et non pas le quartier. C'est-à-dire qu'il suffit de savoir ce qu'est un camp de réfugiés, une densité, par exemple, de 5 à 7 fois plus importante que le quartier dans lequel on est aujourd'hui, pour faire voler en éclats ce vocabulaire fréquemment utilisé par les dirigeants israéliens quand ils bombardent à Gaza l'ensemble des... Enfin, je pense que ça, c'est un vocabulaire qui est complètement... qui s'effrite complètement quand on a une analyse très concrète du passage simple dans un camp de réfugiés. On sait très bien que les tunnels ne vont pas héberger la population de Gaza, que c'est une vue de l'esprit complète. Okay. Voilà. Et qu'il n'y a pas de cave dans les camps de réfugiés. Et votre question, c'est plutôt une interprétation, si je comprends bien. Sur ce terme-là, je pense que c'est un terme, vous avez utilisé d'autres termes qui m'ont beaucoup intéressé, mais que celui-là me paraît complètement infondé. Voilà. Monsieur Colonamos. Alors, le bouclier humain, c'est une règle du droit international humanitaire. Les combattants n'ont pas le droit de se mêler à la population. C'est-à-dire que pour se protéger, ah oui, mais vous pouvez considérer qu'elle ne doit pas s'appliquer en raison de ce conflit-là et de sa spécificité. On en revient à la discussion de tout à l'heure. Les règles du droit international humanitaire ne sont pas adaptées pour traiter les conflits, pour réguler les conflits contemporains. Ça, c'est votre position. Mais vous ne pouvez pas dire que cette règle n'existe pas. Cette règle existe, elle est incontestée, et elle est là pour justement éviter que dans certaines circonstances, des combattants ne se protègent par l'usage des boucliers humains, qu'ils soient consentants ou non consentants. Et donc, si un hôpital ou une mosquée est utilisé par des combattants, c'est faire usage de boucliers humains. Vous pouvez, c'est-à-dire que là, c'est une question au-delà de la partialité de chacun. C'est une question
de logique. C'est-à-dire, vous pouvez dire, cette règle-là, nous devons nous en débarrasser. Et donc, considérer que des combattants peuvent combattre depuis des zones civiles en se protégeant derrière des civils. Très bien. Simplement, les conséquences de cette réécriture du droit sont des conséquences qui peuvent être dommageables. Parce que tout le monde va se mettre à faire la même chose. Et ça, je ne sais pas si c'est un monde dans lequel on veut vivre. Autre question, monsieur? Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a eu pas mal d'implicites dans vos qualifications et les implicites, en l'occurrence, sont parfois trompeurs. La question de bouclier humain, quand vous prenez l'exemple d'un hôpital, je suis tout à fait d'accord. Parce qu'à l'hôpital, il y a des soignants et il y a des malades. Donc s'il y a des combattants, ça pose un problème et on peut. Mais on parle des hôpitaux, mais on parle aussi des mosquées, déjà qui sont différents. Il y a un despote de la péninsule arabique qui, en 1974, a dit les révolutionnaires sont dans la population comme un poisson dans l'eau, il convient donc de vider l'eau pour capturer le poisson. D'accord? Donc, parce que les luttes asymétriques sont par essence avec des gens qui sont dans la population. Et donc, l'exemple fondé de l'hôpital ne peut pas avoir des généralisations excessives. De la même manière, lorsque vous parlez des otages, on a l'impression que c'est un bit d'information. C'est blanc, c'est noir, on est otage, on n'est pas otage. Mais un autre État de la péninsule arabique, en 2011, 2012, 2013, avait 3% de sa population en prison sans jugement, à peu près entièrement sans jugement judiciaire, et 5% des hommes. Donc, c'était d'une certaine manière faire pression sur la majorité de la population qui était hostile au régime en place pour, en capturant des gens et en une certaine manière faisant une pression qui s'apparente au type de pression d'otages. Et donc, les otages, dans votre implicite, c'était les gens qui étaient d'un État constitué, mais s'il y a dans les prisons israéliennes plusieurs milliers de prisonniers qui ne sont pas là à la suite de décisions de justice, ils sont d'une certaine manière des otages parce qu'ils participent à la pression qui s'exerce sur le reste de la population et qui empêche notamment que ce reste de la population agisse comme elle pourrait agir si ces gens n'étaient pas en prison. Donc la notion d'otage, il faut pas trop d'implicite quand on l'utilise, il faut la mesurer. Alors, tout ça pour dire que en France, depuis le 7 octobre, j'ai observé deux choses. La première, c'est que il y a dans les débats une grande tendance à oublier ce qu'a été le XXe siècle, qui a quand même sanctionné la disparition des totalitarismes, qui a, bien sûr, il y a eu un problème en ex-Yougoslavie, mais qui a fini le siècle de manière éclatante en défaisant de façon majeure les deux grands vainqueurs apparents du siècle, c'est-à-dire le président Reagan et Madame Thatcher, qui étaient venus à bout du communisme soviétique et qui, avec le triomphe de Mandela, a mis en évidence, sanctifié et créé un référent extraordinaire, 1948, référent d'humanité créé par des États, mais pour des autres États, parce que le droit de 1948 reconnaît le droit à l'autodétermination, et donc c'est quelque chose qui n'est pas pour les États, qui est pour les futurs États. Et donc, je termine en disant que cette situation et cette particularité française, et moi ce que j'ai observé, c'est que soit des prises de parole personnelles, soit des prises de parole collectives avec des pétitions, ici en France,
sont parties et ont été extraordinaires par le fait qu'elles sont parties d'un mot que vous avez utilisé à quelques reprises, qui est le mot d'humanité. Et moi, en lisant certaines de ces prises de parole collectives, de ces pétitions, j'avais presque les larmes aux yeux parce que je me disais, mais je vois là des signataires qui font des concessions majeures à leurs convictions pour signer un texte dont ils considèrent que l'essence d'humanité justifie qu'ils fassent des sacrifices qu'ils ne feraient pas autrement. Et c'est presque, je ne dirais pas peut-être une richesse nationale, mais une spécificité française d'avoir eu des prises de parole partant de l'humanité. Et c'est un moyen, partir de l'humanité, d'aborder tous les problèmes, y compris ceux que vous considérez comme un peu insolubles parce que uniquement subjectifs, d'un point de vue unifié. Merci. Je suis désolée. Monsieur Columbus. Non, je vous laisse répondre. Après. Je vous en prie. Alors, à propos des concessions, enfin, justement, enfin, c'est là, ça me permettrait d'ailleurs de rebondir sur vos questions et vos remarques, et à propos du droit. Moi, je ne peux que me féliciter du développement du droit international humanitaire, du travail des organisations non gouvernementales, qui ont permis justement de développer des idées et d'encourager les États à signer des traités, etc., etc. Enfin, tout ça fait partie un peu de ma vision des choses. En revanche, je ne pense vraiment pas que les tribunaux vont être les juges de l'humanité. Je pense que les tribunaux peuvent avoir un rôle, mais qu'ils ne seront pas l'arbitre vous avez même utilisé le terme en dernière instance. L'arbitre en dernière instance. Je pense que c'est un peu, pour faire le lien avec ce que venait de dire monsieur, c'est la question, c'est celle du compromis et des concessions. Et il n'y a pas de compromis et de concession au tribunal. Au tribunal, vous êtes coupable ou innocent. En revanche, justement, dans le politique, c'est l'espace des négociations et c'est l'espace des compromis. Il faut trouver le bon compromis. Et ça, c'est une décision qui est purement politique. Et aussi, le droit, moi, je le trouve singulièrement en retard, à vrai dire, sur les événements. Il court toujours derrière les événements, alors que le politique peut davantage, a plus de plasticité, c'est-à-dire des dirigeants peuvent se dire, bon voilà, cette situation-là, ben, voilà, nous on va décider qu'on fait ça. Et mais en même temps, bien sûr, je pense que le droit a une influence sur le politique, mais il ne va pas trancher. À propos des otages, la différence avec les prisonniers, mais la différence entre otage et prisonnier, c'est que dans l'otage, vous demandez une contrepartie. Le prisonnier, vous demandez pas de contrepartie pour la libération. L'otage, c'est la logique du chantage. Allez-y. Ça va être rapide, mais je voulais, comme monsieur, dire que la question de définition des mots était à revoir aussi, parce que qui décide qui est terroriste? Les États-Unis décident que un tel est terroriste. Bon, la Ghana était aussi un groupe terroriste tout à fait au début. Hein. Les résistants français étaient aussi des terroristes tout à fait au début. Donc, je voudrais bien savoir, moi, en droit international, ce que ça veut dire. Oui, c'est intéressant. Alors, encore une question, parce qu'il nous reste que quelques minutes. Hein. Madame, vous avez la parole. Deux questions très courtes et une info pour vous, Monsieur Chaniolo. La première question, un soldat d'occupation, d'une armée d'occupation, même si on demande une contrepartie pour sa libération, est-il vraiment un otage, premièrement? Et deuxièmement, les maisons des civils à Gaza sont-ils des boucliers? Et information, c'est qu'il y a quand même un site où on voit les portraits de certains tués à Gaza, avec leur âge, leur situation, etc. Donc on peut quand même les voir aussi. Pas autant, évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Bien sûr. Je vous en prie. Alors, sur la question du terrorisme, je ne pense pas avoir... je ne pense pas avoir abordé cette question. J'ai dit,
les États qui considèrent ceux qu'ils combattent des terroristes. C'est un débat, c'est d'ailleurs plutôt vous, monsieur, qui avez utilisé, qui avez soulevé cette question. C'est un débat énorme et vraiment, un débat où il y a plusieurs avis. Il y a une position plutôt objectiviste qui consiste à dire, eh bien, le terrorisme, c'est sa définition, peut-être qu'elle ne vous convainc pas, qui consiste à dire que une action terroriste, c'est une action qui vise à semer l'effroi au sein de la population civile afin de poursuivre des objectifs, et la personne qui est terroriste n'est pas un État. Si un État fait la même chose, c'est un crime de guerre de la part d'un État. Cette définition, elle est remise en question par beaucoup de personnes qui, d'ailleurs, finalement, se font l'écho de vos propos, ce qui est de dire que le terrorisme est une construction sociale des dominants pour discréditer des opposants. Bon, écoutez, là vraiment, je pense qu'il y a vraiment deux écoles, et là, votre position, vraiment, j'ai beaucoup de collègues au CERI notamment qui partagent exactement votre position. Je pense qu'il y a des tactiques quand même de certains groupes qui sont récurrentes et qui leur donnent une certaine identité, mais ça ne veut pas dire que les États ne peuvent pas commettre des crimes de guerre et ne peuvent pas commettre des crimes contre l'humanité, bien évidemment. Alors, bien sûr, c'est un long débat parce que terroriste, en effet, a des implications juridiques, fait que vous n'aurez pas les mêmes droits que les combattants réguliers, etc., etc. Mais tout de même, parfois, vous n'adoptez pas les mêmes tactiques. Alors, vous pouvez dire, mais c'est simplement parce que j'ai pas les moyens de faire autrement. Bon. Et la question. Oui. Les prisonniers de guerre et les otages, c'est ça ce que vous voulez dire? Oui, celui que vous avez évoqué. Oui. C'était. Oui, parce que c'est enregistré, ça, donc il faut. Voilà. Oui, celui que vous avez évoqué était un soldat de l'armée d'occupation qui a été fait prisonnier. Alors évidemment, il y a eu une contrepartie demandée. C'est la force des faibles. Hein. C'était le seul moyen qu'ils avaient de faire libérer leurs prisonniers. Hein. C'était de demander un échange. Bon, 1 pour 1000 et quelques, hein, c'est vraiment très cher payé. Hein. Ça, et Israël a payé. Hein. Alors maintenant, Israël ne paye pas parce qu'il considère que c'est trop cher payé pour peut-être des otages morts en plus. Hein. Donc voilà. Donc ce sont quand même plus des prisonniers que prisonniers de guerre, dans une guerre asymétrique, certes, hein, mais dans une guerre tout de même. Hein, Et j'essaie de comprendre, et c'est parce que Gilad Shalit était un soldat qui n'est pas un otage. C'est ça? Et si par exemple, à Gaza aujourd'hui, il y a des enfants, par exemple. Ces enfants sont des prisonniers? Ben non, ils sont des otages. Non, mais eux, ils ont été pris en otage, c'est très clair. D'accord. Tandis que Shahid, il a été arrêté comme soldat attaquant. Donc, c'est un petit peu différent de ces malheureux civils de tous âges qui ont été enlevés. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Hein. Il y a otage et otage. Hein. Alors, on peut les appeler otages peut-être, hein. Mais bon, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Là où je vous rejoins, c'est qu'en effet, les otages n'ont pas tous le même statut. Et de fait, dans les négociations, vous voyez bien qu'ils sont différenciés. Et que justement, les derniers otages auxquels s'attache, à tous les sens du terme, le Hamas, c'est les soldats. Et ce sont ceux qu'ils relâcheront en dernier et peut-être pas. Mais s'ils les relâcheront, ils vont demander un prix qui est encore plus fort. Et donc, en fait, les vies humaines, et c'est un constat assez désabusé, mais en même temps, je pense assez fidèle à la réalité, les vies humaines politiquement ne se valent pas. Et les habitations des gens de Gaza, ce sont des boucliers humains aussi? Les habitations, hein. Les mosquées, admettons que toutes les mosquées soient envahies par le Hamas, que tous les hôpitaux soient envahis par le Hamas, mais toutes les habitations de Gaza sont pas envahies par le Hamas. Et on sait très bien qu'il y a eu des ciblages précis sur des journalistes, sur des médecins, sur des écrivains même, etc. Hein, en sachant très bien qu'ils étaient dans cet immeuble-là et ils ont été visés, sciemment visés. Ça, c'est pas... bon.
Désolée, mais bon. Moi, je n'ai pas tous les renseignements que vous avez. Bonjour, j'avais une petite question Alors, sur le concept légal de proportionnalité que vous avez évoqué. Mhm. Vous avez expliqué que c'était calculé en termes de ratio entre civils tués et objectifs militaires. Mais serait-il pas plus sensé, ou est-ce qu'il n'y a pas eu des tentatives de le calculer en ratio civils combattants tués? Ah, c'est intéressant. Alors, c'est-à-dire que vous, ce que vous mesurez, c'est pour qu'une action soit disproportionnée, elle est disproportionnée si le nombre de civils tués est bien supérieur au nombre de combattants, c'est ça votre peu? C'est une question. Oui. C'est une question. Alors, ce n'est pas ce que dit le droit, mais le droit est réformable. Et cette observation que vous faites, c'est vrai que très souvent, c'est une remarque que l'on fait. On regarde justement, parmi le nombre de morts total, quelle est la part de combattants et quelle est la part de civils. De fait, par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les souvenirs que l'on a, justement, c'est ce ratio, c'est le nombre de civils par rapport au nombre de militaires. C'est une manière d'évaluer le comportement des combattants. Mais ce que ce ratio va vous indiquer, ce dont il va être le reflet, c'est beaucoup, eh bien, la situation dans laquelle la guerre a lieu. Si elle a lieu dans un théâtre urbain, le nombre de civils va être très important. Si elle a lieu comme les armées au XVIIIe siècle qui s'affrontaient dans un champ de bataille, etc., bah oui, là, il n'y aura pas ou peu de civils. Mais c'est une règle. Toutes ces règles-là, c'est des règles qui sont. Moi, j'ai parlé de la proportionnalité, c'est une règle de droit, mais c'est une règle aussi qui est couramment utilisée dans les débats politiques et elle est couramment utilisée dans des assemblées de citoyens. Nous utilisons tous cette règle-là. Mais cette règle, cet indicateur en fait que vous donnez, c'est quelque chose qui peut ouvrir une discussion, bien évidemment. Enfin, ce n'est pas neutre du tout comme indicateur. Oui, tout à l'heure sur ce point exactement, juste pour compléter, c'est intéressant qu'il ait été soulevé parce que vous dites que c'est justement subjectif et ça a été utilisé récemment sur le plateau de Piers Morgan par le porte-parole de l'armée israélienne qui disait on peut très précisément vous annoncer que nous avons tué 14 000 combattants du Hamas. Et Piers Morgan lui a demandé mais alors si vous pouvez très précisément m'annoncer que vous avez tué 14 000 combattants du Hamas, pouvez-vous m'annoncer combien de civils vous avez tués? Et le porte-parole de l'armée israélienne a donné une réponse similaire à la vôtre à l'instant qui était je ne peux pas vous donner, nous n'avons pas les mêmes informations, je ne peux pas vous donner cette information. Je pense que ça met en lumière un des paradoxes d'aujourd'hui, donc je voulais ajouter cette information. Alors moi je ne suis pas le porte-parole d'aucune armée, mais en toute logique, il aurait dû répondre qu'il y a 20 000 civils qui ont été tués. Je ne sais pas, mais c'est lui, c'est pas moi. Hein. On lui demandera. Ouais. Bien, écoutez, sur ces incertitudes qui ouvrent des discussions, merci infiniment d'être venu discuter avec nous. Merci.